Mes chers amis, bien le bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Ce nouvel épisode est un petit peu différent des autres. Aujourd'hui, nous allons parler plus d'infrastructures que de véhicules. En 2016, alors qu'Elon Musk était bloqué dans les bouchons à Los Angeles, son imagination débordante lui suggéra de créer des tunnels permettant de faire circuler des autos et des personnes sous le trafic existant. Différent du système habituel, les tunnels sont plus petits, plus rapides, plus faciles à construire et beaucoup moins chers. Comme à son habitude, Elon Musk pousse le système jusqu'au bout de ce qui est possible. Nous allons mettre à l'épreuve le système qu'il a inventé et tenter de voir si les chiffres lui donnent raison ou tort. Afin d'illustrer mon propos, je vais utiliser un exemple concret. Il s'agit du grand contournement ouest de Strasbourg qui a fait polémique ces derniers temps. Réalisé par Vinci, celui-ci est destiné à décongestionner l'autoroute nord-sud qui dessert la capitale alsacienne. Au cours de ma démonstration, je vais utiliser les données de la thèse sur le contrôle d'accès de Kamel Boumedienne, qui traite du trafic et dont vous trouverez le lien en description. N'ayant pas trouvé ses coordonnées, je le remercie ici d'avoir rendu sa thèse publique et d'avoir permis de générer les informations dont j'avais besoin pour ma démonstration. Afin de ne pas vous lasser, parce que je sais que vous n'aimez pas forcément les formules mathématiques, je ne vous mettrai pas les calculs, mais je vous les donnerai en description. Au jour de l'écriture de cette vidéo, la circulation au sein de l'agglomération strasbourgeoise est assez chaotique matin et soir. Loin des situations catastrophiques des très grandes métropoles, on est toutefois dans une situation de blocage qui est plutôt pénible pour beaucoup de gens. Afin d'y remédier, le projet du GCO était dans les cartons depuis de nombreuses années. Loin de remporter tous les suffrages, le projet a tout de même réussi à arriver à terme en raison d'un trafic de plus en plus problématique. J'ai pu réunir des données précises de 2015 et 2016 sur les zones qui sont concernées par la réalisation du projet. À l'entrée nord de Strasbourg en 2015, 107 100 véhicules par jour passaient par le point qui deviendra le point d'entrée du GCO. 12% de ces véhicules étaient des poids lourds. À l'entrée ouest, pour cette même période, ce sont 20 550 véhicules par jour qui entrent ou sortent, dont 7% de poids lourds. Pour le sud, ce sont 68 550 véhicules par jour, encore une fois pour 2015, et avec 12% de poids lourds. Dans ce flux, une partie du trafic n'est que du transit, donc il ne fait que passer. Au moment le plus critique, dans les jours les plus encombrés, le point de passage Cronenbourg est le plus encombré de tout le réseau, avec 180 000 véhicules par jour. Alors je vous précise que le Cronenbourg s'écrit avec un C et non un K, mais que oui, c'est bien l'origine de la fameuse boisson, puisque la première brasserie Cronenbourg se trouvait dans ce quartier-là, et que le quartier de Cronenbourg avec un C s'appelait Cronenbourg avec un K auparavant. Ceci étant dit, revenons à nos moutons. Selon les données communiquées par Martine Arnold, ancienne directrice à la communauté urbaine de Strasbourg et très impliquée dans le GCO, le trafic se décomposait de la manière suivante. 40% du trafic est du trafic Strasbourg intramuros. 40% du trafic est de l'interface Strasbourg extérieur ou extérieur Strasbourg. Et 20% du trafic sont du transit, qui donc fait de l'extérieur-extérieur en passant par l'intérieur de Strasbourg. Revenons au point de passage Cronenbourg. 180 000 véhicules par jour, mais par expérience, on sait que 90% de ce trafic est concentré entre 6h30 du matin et 18h30. Il est donc concentré sur une période de 12 heures. Sachant qu'on parle du trafic entrant et sortant, sans les différencier, on va compter 6 voies de circulation. Donc si on divise ces chiffres par 6 voies de circulation, on a donc un trafic moyen de 2250 véhicules par voie et par heure. Selon le principe de Kremer qu'on trouve dans la thèse de Kamel Boumedienne, on peut donc déterminer que ce trafic correspondra à 42 véhicules par kilomètre et par heure. C'est la densité du trafic.
Or, en utilisant le deuxième graphique, on va se rendre compte que pour une limitation à 90 km/h, ce qui est le cas dans cette zone, on va avoir pour un tel trafic une vitesse moyenne de 65 km/h réelle. On se rend donc compte que l'on est dans une situation de saturation, puisque la vitesse maximale prévue par la loi n'est pas atteinte. Mais surtout, on se rend compte que c'est une moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où c'est nettement pire. Quelle est l'influence du GCO sur le trafic? D'après ses concepteurs, le GCO devrait pouvoir accueillir 24 000 véhicules par jour à son entrée nord, 20 000 à son entrée ouest et 32 000 au sud. Revenons à notre point de blocage de Cronenbourg. Sur les 180 000 véhicules par jour, le GCO va en retirer 24 000. Donc au point Cronenbourg, au moment le plus critique, on aura 180 000 véhicules moins 24 000 qu'on va pouvoir nouveau remouliner dans nos formules pour obtenir 1950 véhicules par voie et par heure. Toujours en utilisant les diagrammes de la méthode de Cramer, on va obtenir une densité de véhicules de 35 véhicules par kilomètre et par heure. On est pile poil au point où la vitesse commence à chuter par rapport à la vitesse légale demandée de 90 km/h. Donc on est limite. Comme on travaille que sur des moyennes, on se rend compte que dans la journée, effectivement, on n'aura pas de saturation, mais toutefois, on sait que matin et soir, il y aura quand même de la saturation. Donc on n'a pas totalement résolu le problème. Le projet du GCO aura un coût de 553 millions d'euros. Le coût du péage sera de 3,40 € par voiture pour un trajet complet, et pour un poids lourd, ce sera 9,70 €. Le projet ayant 24 km, il va donc coûter 23 millions par kilomètre, incluant toutes les infrastructures, péage et ouvrages d'art. Mettons les tunnels de la Boring Company en concurrence avec le GCO, sur le même exercice. Contrairement au GCO, les tunnels de la Boring Company peuvent passer sous la ville. Nous allons prévoir les mêmes points d'entrée pour les véhicules, aussi bien au nord, au sud qu'à l'ouest. Le passage sous la ville comprendra également une gare. En centre-ville, nous prévoirons également une sortie supplémentaire à l'est, près de la frontière, pour permettre le trafic transfrontalier. Nous allons du coup desservir facilement la gare SNCF de Strasbourg ainsi que son centre-ville. De plus, nous desservons rapidement l'est de Strasbourg avec le passage vers l'Allemagne, ainsi que les entreprises du port au pétrole. Pourquoi ce choix? C'est très simple, c'est parce que le tunnel de la Boring Company ne s'adressera pas aux mêmes personnes que celles qui vont emprunter le GCO. En effet, les tunnels de la Boring Company vont permettre de convoyer des véhicules, les véhicules particuliers, directement soit sur des chariots pour les voitures thermiques, soit par leurs propres moyens pour les véhicules Tesla ou compatibles avec un système spécifique. De plus, on va pouvoir imaginer des ascenseurs permettant de remonter des véhicules ou des personnes aux points centraux de la ville. Le schéma que je vous donne maintenant est celui que j'aurais prévu pour un tunnel Boring Company est-ouest, nord-sud. Lorsque l'on fait le total des kilométrages de tunnel, cela représente 27 km de tunnel. On va être obligé de multiplier par 2 puisqu'il y a 2 sens de circulation. Elon Musk annonce un coût de 5 millions de dollars par kilomètre creusé. Donc 5 millions d'euros par kilomètre, 54 km à faire, on est à 264 millions d'euros de travaux. Pour les installations périphériques, on va calculer en gros 10 millions d'euros. Les véhicules sur chariot seraient installés aux gares d'entrée et de sortie. Les Tesla seraient équipés de guides automatiques ainsi que d'un logiciel Boring Company dans le calculateur de la voiture. Pour les navettes de passagers, on peut imaginer des modèles 3 sans volant, et pour les navettes de fret, des simples cubes fermés posés sur des plateformes de modèle 3 ou de modèle S. Les points d'entrée seraient équipés de grands parkings permettant aux gens se rendant en ville de déposer leur véhicule pour la journée. Chaque entrée serait également équipée d'un système automatique par caméra permettant de contrôler le véhicule avant de rentrer dans le tunnel. Bien entendu, il y aurait un backup humain qui permettrait de pallier aux soucis. Ainsi, toutes les voitures compatibles avec le système Boring Company seraient contrôlées avant l'entrée, ainsi que les voitures installées sur des chariots. Elles seraient immobilisées pour éviter qu'on puisse les démarrer ou les faire tourner dans le tunnel. On va également rajouter 20 millions d'euros pour le parc mobile du système, donc à savoir les navettes de fret et les navettes de passagers. Le débit annoncé par tunnel est de 4000 véhicules à l'heure,
selon Elon Musk. À 250 km/h. On va peut-être calmer le jeu là. Parce que j'imagine la gueule du mec qui est au volant de sa voiture et qui voit la bagnole partir à 250 km/h dans un tunnel. Je pense que ça va stresser un peu les gens. Je préfère tabler sur la moitié, donc 125 km/h, ce qui veut dire qu'on va passer 2000 véhicules à l'heure par tunnel. En tout cas au début, je pense qu'il faut qu'on se limite à ça et éventuellement pouvoir accélérer le rythme une fois que les gens sont habitués. Là, c'est possible, mais pas dès le début. Du coup, quel serait l'effet du système Boring Company sur le point de blocage Cronenbourg au jour de grande affluence? Eh ben, on va le voir. En partant des données dont on dispose, on sait que 10% des véhicules qui passent au point Cronenbourg lors des jours de grande affluence sont des poids lourds. Ceux-là, on ne peut pas les gérer avec le tunnel Boring Company puisqu'ils sont trop gros. Donc on ne traite plus que 162 000 voitures. Si 20% sont du transit, répartis à 90% en 12 heures, comme on l'a vu tout à l'heure, on va avoir un résultat de 29 100 véhicules dans la journée qui feront du transit. Cela représente 2430 véhicules dans les deux sens. Si on part sur un tunnel, donc un sens, on est à 1230 véhicules par tunnel et par heure. Il nous reste donc 785 passages par heure dans chaque tunnel. Celui-ci peut être réaffecté au trafic interface. Si les navettes de transport de passagers étaient des modèles 3 qu'on a modifiés, équipés de manière confortable avec 4 places, on peut estimer que les véhicules seraient occupés à peu près à 50%. On va pouvoir, avec ces 785 navettes, transporter 3140 personnes par heure. Or, aujourd'hui, on sait que dans le trafic interface de Strasbourg, on a une moyenne de 1,2 personnes par véhicule. On va avoir 31 400 véhicules de moins passant par le point Cronenbourg et qui étaient du trafic interface. Du coup, au point de passage Cronenbourg, lorsque l'on retire le nombre de véhicules qui vont passer en transit plus le nombre de véhicules interface économisés, on va finalement arriver à 119 440 véhicules passant au jour de grande affluence. Et là, ça commence à être très intéressant. Lorsque l'on fait les calculs, on se rend compte qu'on est sous les 1500 véhicules par heure et par voie, ce qui est largement en dessous des capacités d'accueil du réseau. En tout cas, il est plus que probable qu'aux heures de grande affluence, le trafic sera nettement plus fluide qu'avec le résultat qu'on a obtenu avec le GCO. De plus, avec un système ayant coûté 290 millions d'euros au lieu de 553 millions, on peut utiliser l'économie pour multiplier les tunnels par exemple, ou augmenter les capacités. Peut-être mettre des navettes de passagers un petit peu plus grandes. La grande force du système Boring Company est sa simplicité. Les tunnels sont petits, donc extrêmement résistants. De plus, ils vont être simplifiés par rapport à d'autres tunnels puisqu'il n'y aura pas de ligne électrique nécessaire à la propulsion des véhicules puisqu'ils sont autonomes. Pour les navettes de fret, on pourrait imaginer que les services de messagerie permettrait de transporter les paquets, de les mettre dans des casiers automatisés, voire même de créer un service de livraison à vélo. Tout est possible. Du coup, on s'ouvre les perspectives de quelque chose de très important. L'utilisation du système pour diminuer le trafic intramuros, le trafic autoroutier et le trafic interface. En plus d'avoir un trafic transitaire très rapide, en moins de 10 minutes, vous auriez traversé Strasbourg du nord au sud, ce qui actuellement est quasiment impossible de jour. Je vois pourtant des esprits grincheux là. Là, je vous vois là, ceux qui sont au fond de la classe là, qui disent « Ouais, mais de toute façon, le système, il est prévu que pour les riches. » C'est pas faux. Il y aura une sélection par l'argent, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Toutefois, qu'est-ce que vont acheter les clients de la Boring Company comme ceux du GCO ou ceux des autoroutes, tout simplement, aujourd'hui? Ils achètent de la sécurité et du temps. Aujourd'hui, qui manque de temps va forcément se tourner vers ce genre de choses, vers ce genre de systèmes qui vont leur permettre finalement d'être plus efficaces. Du coup, plus efficaces, ils vont gagner plus d'argent et du coup, le système est rentable pour eux. Il est clair qu'un système comme celui de la Boring Company sera nettement plus luxueux que les transports en commun actuels. De plus, les gens dont on parle aujourd'hui, du fait d'une certaine sécurité, confidentialité et confort, ne prennent pas les transports en commun. Donc aujourd'hui, ils sont dans leur bagnole et ils nous bouchent la circulation. Si on regarde les choses de plus près, les riches vont financer par le coût de l'utilisation des tunnels la fabrication de l'infrastructure.
sachant que tout le monde va en bénéficier en termes de fluidité de trafic. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas besoin de gagner autant de temps et qui va prendre sa voiture, par la circulation normale qui sera nettement plus fluide, il va économiser du temps, du stress et va avoir une vie plus agréable. Grâce au fait que les tunnels Boring Company existent. Personnellement, je préférerais la solution Boring Company à celle d'un GCO qui atteint déjà ses limites avant d'avoir été terminé et qui ne résoudra même pas les problèmes de circulation actuels. Toutefois, vu que le GCO est actuellement en construction, autant s'en servir et le doubler par un système Boring Company. Nous aurions du coup l'avantage de voir les poids lourds se détourner de l'autoroute strasbourgeoise et en plus de pouvoir gérer le trafic interface. En combinant les deux systèmes, on peut réellement penser que la circulation à Strasbourg serait fluide tout le temps pendant de nombreuses années, voire des décennies, ce qui permettrait de développer la communauté urbaine de Strasbourg et son activité économique, son attractivité, sa qualité de vie, sans dépenser un seul centime de l'argent du contribuable. Et ça, c'est plutôt sympa. Ceux qui en ont besoin vont financer le système, et tout le monde en bénéficie. Lorsque j'ai commencé cet épisode, je ne pouvais pas imaginer une seule seconde qu'un gars comme Elon Musk n'aurait pas fait les calculs avant de lancer un truc pareil. Grâce aux connaissances de Martin Arnold et Kamel Boumedienne, on peut réellement dire que le système de la Boring Company sera efficace. L'équipe d'Elon Musk va lui donner vie et je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont s'investir à fond comme ils l'ont fait dans SpaceX ou dans Tesla. En guise de prémisse à un prochain épisode, que je ne vais pas vous spoiler bien sûr, je vais vous poser une question. Pensez-vous que les réflexions d'Elon Musk sont restées aussi terre à terre que la simple amélioration du trafic lorsqu'il a créé la Boring Company? Je suis absolument certain que non. Je pense que les dessins d'Elon Musk sont bien plus grands que cela et on réservera un prochain épisode à cette question-là. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et j'espère qu'il vous aura éclairé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci beaucoup, à bientôt, bonne route, soyez prudents. Ciao. Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi, clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît vraiment, partage partout ce que tu peux. Merci.